Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramenant le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de juin, partie 3. Salut Sébastien, tu vas bien? Salut Gauthier. Alors, je te sens à ta mine réjouie. Si tu faisais un tiers liste du pire de la semaine, tu prendrais quoi? La mention spéciale retour de François Hollande. Avec Julie Gaillet ou sans? Non, Ensuite, le retour de François Hollande qui revient en politique. Et qu'est-ce qu'il va y faire? Il s'était déjà perdu une fois. Ils avaient, je pense que il a vendu son scooter pour financer sa campagne, mais non, mais c'est la première fois qu'on a un président qui va revenir par la petite porte en politique. Probablement dans l'idée de, je sais pas, moi, en 2027, pourquoi pas, tout est possible, mais donc le front de gauche, ça va quand même de François Hollande à Philippe Poutou, Mais tu crois quand même pas? Peut-être que tout simplement, il a envie d'être député. Parce que je pense que François Hollande est un homme conscient de ses limites et il sait que la députation, ça va, que la présidence, il était allé un peu trop. D'ailleurs, il ne s'est pas représenté. Il ne s'est pas représenté parce qu'on ne l'a pas laissé faire. Puisque il a quand même, c'est quand même le type quand même qui revient dans une coalition, alors que quand il était président, le PS contrôlait absolument tout. Ils avaient les 2 chambres, ils avaient les 22 régions sur les anciennes régions avant la réforme. Encore un truc à la con qu'on lui doit d'ailleurs. 20 régions sur 22, la grande majorité des départements. Puis à la fin de son mandat, le PS s'est effondré complètement. Mais attends, tu te rends compte? Heureusement qu'il n'a pas été compétent. T'imagines s'il l'avait été en contrôlant tous les leviers de pouvoir? On passe notre temps à dire que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il n'y aura pas de contre-pouvoir. Mais avec l'État PS, c'était bien pire. Ouais. Mais c'est du. Non, mais c'est du grand délire. Ces gens-là sont vraiment nés avant la honte. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, la dissolution aura eu un seul mérite, c'est de faire exploser le vernis de respectabilité. Oui. Si on peut encore utiliser ce mot et puis voir qu'on a affaire à des maquignons des gens à moitié dingues qui sont prêts à tout pour une place et qui n'ont absolument aucune. Faut pas être si dur. Moi, je trouve que la dissolution a quand même aussi donné de grands moments de vérité. On a vu notamment Édouard Philippe froncer les sourcils. Je ne pensais pas que c'était encore possible. Je ne pensais pas qu'il en avait encore. Mais bon. Prendre un air renfrogné en disant Emmanuel Macron a tué la majorité. Donc, tu sais, il y avait Omar Haddad, Omar m'a tué, écrit en lettres de sang dans le jardin d'une femme assassinée. Maintenant, il y a Macron m'a tué. C'est ce qu'il y a sans doute dans la cafétéria de Renaissance, la République en marche, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils étaient les seuls à pas se rendre. Tout le monde se rend compte que ce mec était quelqu'un de dangereux et qu'il a un paix au casque. Mais comment tu parles du président? Non, mais ça commençait à se voir qu'il est pas très net. D'ailleurs, maintenant, c'est dans la presse mainstream qu'on peut avoir ce genre d'avis. Alors qu'avant, c'était un truc conspi. Non, le mec, il est pas normal. En plus, il a balancé en off, ça s'est appris que il vient de s'apprendre qu'il est très très content de lui. Donc, bon. Encore heureux. Parce que il a plaisir à son travail. Attends, imagine, Macron n'a pas de plaisir à son travail, il rentre chez lui, et là, il va dans le lit avec Brigitte. Cet homme aurait quand même une vie des plus ternes. Ouais.
Donc, il faut au moins une consolation à un moment. C'est yin et yang. Et lui, c'est le travail. C'est le travail. Il a le sentiment du travail bien fait. Il a dissous la France, l'Assemblée, la République. Faut reconnaître, même le régime de Vichy n'avait pas réussi à faire aussi bien en si peu de temps, quoi. Oui, non, mais on assiste au grand effondrement de cette expérience extrêmement malsaine du centre, c'est-à-dire gouverner sans vraiment faire de la politique, soyez fiers d'être des amateurs. C'est le cercle de la raison, vous allez voir les gens raisonnables, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, c'est bien, c'est que ces gens-là vont disparaître. Et Édouard Philippe peut avoir les boules parce que son plan, en fait, pour devenir le grand espoir du centre mou, il avait 3 ans devant lui. Là, il a que 3 semaines, donc c'est cuit. Donc, alors là, là-dessus, moi, je serais plus optimiste pour Édouard. Parce que vu la situation des comptes, vu la situation, enfin tout, moi je me dis que dans 2 ans, en 3 ans, les Français seront prêts à revoter pour le centre, après de passer par un purgatoire de la France insoumise ou du Rassemblement national. Ouais, je pense que... Il faut bien voter pour quelqu'un au bout d'un moment quand même. C'est sûr, mais on aura vu ce grand saut, mais on voit quand même, il y a quand même autour d'Emmanuel Macron, tu as quand même une ambiance quand même de règlement de compte. Des personnes, que ce soit Attal, machin, ils se sont tous fait avoir. D'ailleurs, Bruno Le Maire s'est lâché dans un point où il a carrément dénoncé les cloportes qui tournaient autour du président, et en vraiment sous ses conseillers. Vous voyez, ces gens de l'ombre, anciens journalistes, anciens politiques, anciens hauts fonctionnaires dont on parle très peu, qui ont un poids considérable dans la vie publique, alors qu'ils n'assument, Ouais, ben ils en parlent. D'ailleurs, il y a plein d'articles qui sortent dans Le Monde sur tous ces gens-là, Bruno Roger Petit, Pierre Charon, etc., etc. On sent qu'il y a des gens qui sont en train de parler à des journalistes. C'est un peu la nuit des longs couteaux, mais avec des cure-dents. Ouais, ça avait commencé comme ça, l'ère Macron, c'était la nuit des longs couteaux, au PS, à l'UMP, tout le monde se barre, aux Républicains, tout le monde se barrait pour aller à la soupe. Là, il n'y a plus de soupe, donc il n'y a plus de raison d'afficher une loyauté en carton. Donc après, on peut vraiment se demander, on a en face 2 partis qui vont devenir les deux, s'il faut en croire les projections, qui vont devenir les 2 poids lourds de l'Assemblée, le RN et le Front Pop, qui jamais que la LFI et ses vrais faux alliés. Ils sont 50 quand même. Quoi ? Il faut reconnaître que les gens, je crois qu'il y a 50 partis ou 25, enfin un truc de dingue. De toute façon, quand on aime, on compte pas. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas l'auberge espagnole ce truc. Ils ont aussi invité les Portugais, quoi. Ouais, c'est des gens qui fondamentalement se détestent. Personne ne va croire que le nouveau Front populaire va durer plus longtemps que l'élection. Les mecs vont se sauter à la gueule. Enfin, Mais en face, on a des gens qui envisagent sérieusement d'envoyer à Matignon un mec de 28 ans. Donc, comment ça se donne ? Alors là, je suis dur. Je pense encore une fois que tu es trop dur avec eux. Ils n'envisagent pas sérieusement de l'envoyer. Ils disent, si on a la majorité absolue, ce qui revient à dire qu'ils ne l'enverront pas, parce qu'ils n'ont quand même pas la majorité absolue. La majorité absolue est un scénario qui n'a aucune chance d'avoir lieu avec une union de la gauche. Ça, c'est pas possible. La majorité relative peut-être, mais de toute façon, ça veut dire que le pays va être ingouvernable pendant 3 ans, qu'on n'a pas fini d'entendre et de lire n'importe quoi, et de faire n'importe quoi. Ce truc, si tout le monde va se neutraliser plus ou moins mutuellement, ça va être la paralysie. Sauf qu'on a un type à la tête de l'État qui est capable de faire n'importe quoi. En cas de trouble à l'ordre public, ce mec serait bien capable de mettre l'article 16. Non. Non, mais juste pour voir, tu vois, parce qu'il ne l'a pas encore fait, tu vois. Tu te rappelles, c'était les caricatures de Chirac au Guignol.
qui testait tous les pouvoirs présidentiels et il arrivait jusqu'à la plus grosse connerie, la dissolution. Et on voyait l'ensemble du globe mourir de rire. Et là, moi j'attends de voir avec impatience, tu vois, les articles de la presse internationale qui seront sortis puisqu'il y a les Jeux Olympiques. Donc forcément, on braque un peu le projecteur sur le pays. Et là, ça va être grandiose. Ça se voit que le pays est en crise politique, là. C'est un peu... Et tu te rends compte, je crois que les derniers Jeux Olympiques à Paris, ça avait été 1924. Oui, c'était fait exprès pour les 100 ans des... Ouais. Donc là, la prochaine fois, ça sera en 2124. Il n'y aura plus de Jeux Olympiques. Il faut quand même se dire que ce truc-là est un peu sur la fin. Rappelons quand même que la Paris n'a eu sa candidature que parce qu'il n'y avait plus personne en face. Maintenant, les grandes villes, ils vont à reculons quand même. Enfin... Là, tu m'as rassuré parce que j'ai cru que tu allais dire il n'y aura plus de France en 2124. En 2124, Guy Molas, il y aurait, ça va savoir ce qu'il y aura ou ce qu'il n'y aura plus. Non, mais on peut remarquer quand même que c'est que même si les deux partis favoris des élections sont attaqués sur leur crédibilité, on a des attaques sur le RN qui concernent sa crédibilité en termes de programme économique, ce qui est quand même, on va dire, qui en quelque part est de bonne guerre, parce que c'est bien le mot, on va dire, de faire ce genre de critique. Mais en face, la LFI est complètement diabolisée par toute la presse, en fait, presque, sauf la presse de gauche. Honnêtement, je me demande comment ils le vivent, parce que la gauche a toujours été de ceux qui diabolisaient les autres, en les accusant d'antisémites. Quand tu as accusé pendant des années des gens d'antisémites et que tu te prends l'accusation dans la tronche, ça doit être très douloureux. Hein. Ah. Ouais, mais ça n'a pas été aussi brutal que ça. Il y a depuis le 7 octobre, c'est monté en puissance, mais et ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a il y avait une vraie inversion entre la LFI et le RN en termes d'image. Le parti des gens dangereux, c'était de plus en plus la LFI et de moins en moins le RN. Ce qui fait que maintenant, les tentatives pour dire il faut non, l'extrême droite, c'est mal. Oui, sauf que bon, à un moment, ça fait beaucoup d'injonctions contradictoires dans la tête à envoyer la tête des gens et je pense que on ne sait pas. Est-ce que les Français vont rester chez eux pour ces élections ou est-ce qu'ils vont s'en servir comme d'un cocktail Molotov à balancer à la figure des. En plus, quand tu vois Jordan Bardella, c'est quand même quelqu'un, enfin moi il ne m'inspire pas grand-chose, mais il ne va pas m'inspirer notamment la peur, quoi. Oui, il faut quand même une certaine imagination pour faire de lui un SS, oui. Un Émile d'Hitler, non, c'est juste un communicant bien dressé, bien peigné. La seule chose. Au point que je me demande s'il a fait de la chirurgie esthétique pour lui ressembler. Voilà, il y a vraiment un truc Chirac jeune, quoi. Ouais, bon, c'est pas non plus. C'est voilà, c'est une bête de plateau télé avec du média training quand même bien calibré, mais contrairement, la vérité c'est que les deux partis qui risquent de sortir en tête à l'Assemblée n'ont pas d'expérience dans la gestion des affaires du pays, ce qui compte tenu du bilan de ceux qui ont de l'expérience dans la gestion des affaires du pays n'est peut-être pas plus mal, mais c'est qu'on a un gigantesque saut dans l'inconnu et que je ne sais pas comment, franchement, moi je ne vois pas comment les gens vont réagir. On a quand même un électorat qui est relativement âgé, en moyenne, donc un électorat qui est un peu la trouille, et ce qu'ils vont d'aller envoyer des gens qui sont des nouveaux venus, quoi. Mais en plus, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une part de psychose collective dans tout ça. Parce que, donc je ne dis pas que la situation en France est toute rose, mais quand même, pour se retrouver avec la tronche de deux partis qui vont être effectivement les deux partis les plus représentés à l'Assemblée nationale, qui sont le RN et la France insoumise, il y a plein de pays européens qui ne vont pas bien et qui ne sont quand même pas à cette extrémité-là. Il y a vraiment un côté, je me demande s'il n'y a pas une hystérisation quand même du débat
qui s'est mise en place depuis plusieurs années, et y compris d'ailleurs sur la question de l'antisémitisme de la France insoumise. Parce que là encore, comme tu dis, ça a commencé avec le 7 octobre, avec la question du Hamas. C'est quand même le conflit au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens est un conflit assez complexe. Il me semblait qu'on le traitait de manière plus subtile il y a encore une vingtaine d'années. C'est que les gens sont de plus en plus cons, en fait. C'est-à-dire que, excuse-moi de le dire, il y avait encore des gens capables d'avoir des analyses ou d'avoir la tête froide. Maintenant, tu n'as plus que des gens qui n'ont plus très peu d'expérience des affaires internationales, qui font dans tout de la com, qui sont souvent des lobbyistes, des porte-paroles de groupes, donc forcément qui n'ont aucune. Très difficile maintenant d'avoir des analystes impartials et relativement et mesurés, tu peux en avoir, mais pas mais ils atteignent plus le camp politique. Enfin, c'est plus ça qui marche. Quant à l'hystérisation du débat, c'est assez inévitable. Il y a un retour de bâton après les années Macron. Les années Macron, ça a été, tu vois, l'élu, l'enfant chéri des médias, des Alain, du cercle de la raison, et toutes ces fadaises. Donc, le clivage était plus entre gauche et droite, c'est-à-dire deux camps politiques qui avaient une vision, qui étaient censés avoir une vision de la France, de la société, les questions des priorités différentes, avec la majorité, avec la Macronie, ça a été si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes un connard inculte, extrémiste, séparatiste, souverainiste, etc. Rayer les mentions inutiles. Voilà, donc c'est les gens bien qui ont du bien, les gens qui ont quelque chose et les gens qui ne sont rien. C'est quand même tout un discours comme ça qui a engrainé dans la tête des gens, qui a engrainé dans les médias. On a eu quand même une libération de la parole bourgeoise, ce qu'elle est plus dégueulasse pendant ces années. Il faut voir la réaction face aux Gilets jaunes, la réaction face à toute forme d'opposition. De toute forme d'opposition. Donc, que ensuite on revienne à un clivage gauche-droite, mais avec 50 points de QI en moins chez les chroniqueurs et les éditeurs, bien sûr. Ça fait des années que ces gens-là se lâchent et qu'ils racontent n'importe quoi. Sauf que, sauf que la bulle du centre vient de crever et que il n'y a plus de place maintenant que le RN et que cette union de la gauche, pour le temps qu'elle dure en tout cas, ne va pas vont occuper toute la place. Et pour la suite, Paris, c'est celui qui gagne les élections qui va perdre le cours, je crois. Je crois qu'aucun des deux partis n'a vraiment intérêt à aller aux affaires, en fait. Ouais, je pense de toute façon que le Front populaire sait qu'il n'ira pas. Oui. Et le Rassemblement national n'ira pas non plus. Donc ça veut dire pas de gouvernement, pas de vote du budget en septembre, enfin ça va être... Tu sais, la Belgique a tenu longtemps sans gouvernement. Hein. Mais c'est un pays qui est tellement décentralisé, c'est que les pays, les communes, peuvent tourner sur elles-mêmes. Donc le gouvernement fédéral, justement, on s'en tape un peu. Dans les grands mondes. La France ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un gouvernement. Si le Rassemblement national dit qu'il n'ira pas sans la majorité absolue, ils n'auront pas la majorité absolue. Que Bardella n'ira pas, c'est-à-dire qu'ils refuseront de prendre le Premier ministre, ils prendront peut-être quelques ministères dans une coalition avec ceux qui vont bien se coaliser avec eux. Mais ils vont se coaliser avec eux. Les rescapés de LR ou je ne sais quoi, mais... Moi, je ne vois pas de solution. Ce qui laisse entendre que les alliances pour les élections, en fait, ne dureront pas et qu'il va y avoir un gigantesque marchandage qui peut durer des semaines, des mois avant la formation d'un gouvernement. Mais alors, moi, il y a un truc que je trouve assez fascinant dans ces élections, c'est que, clairement, toutes les digues ont sauté. Maintenant, il y a même des gens qui disent au travail qu'ils votent Rassemblement national. Mais c'est quelque chose... c'était inenvisageable il y a encore une quinzaine d'années, quoi.
de dire au travail qu'on votait Rassemblement national. Et d'un autre côté, on voit que chez les observateurs de la vie politique, il y a ceux qui ont un peu un train de retard. Par exemple, Dominique de Villepin, qui dit qu'il votera Front populaire contre les gens du Rassemblement national. Et puis alors moi, j'ai une catégorie particulière, c'est pour les chercheurs universitaires qui cherchent toujours, qui votent LFI, parce qu'ils sont chercheurs universitaires, donc pauvres et aigris. Mais je ne dis pas que les gens qui votent LFI, Front populaire, enfin bref, tu as compris, je ne dis pas qu'ils sont tous pauvres et aigris, je dis que les chercheurs universitaires sont pauvres et aigris, c'est pour ça qu'ils votent au Front populaire, et qui sont embêtés, parce qu'ils sont aussi antisémites. Et là, brutalement, il y a une sorte d'erreur 404. Je ne sais pas si tu as vu passer l'article de Mediapart, signé par 2 universitaires, dont un historien, Vincent Lemire, qui explique qu'il y a le bon et le mauvais, alors pas le bon et le mauvais antisémite, mais il y aurait l'antisémite à qui on pourrait pardonner, donc nouveau Front populaire, parce qu'il serait un antisémite conjoncturel. Alors, bon, je brode un petit peu, mais l'antisémite conjoncturel, c'est par exemple le SA des fils de chômeurs des années 30, qui est un petit peu énervé, en fait, et qui donc va devenir antisémite. Mais à la limite, ça, c'est conjoncturel. Et en opposition à ça, tu as l'antisémite ontologique, qui lui serait toujours au Rassemblement national, et qui lui serait antisémite, pas parce qu'il y aurait une conjoncture qui l'aurait provoqué, mais parce qu'il est dans les tripes, en fait, il est dans le sang. Ça serait un petit peu comme le maurassien, voilà, qui lui, il ne serait pas en colère, il serait antisémite. Ça va passer crème après les positions. On vit une période fascinante, moi, je trouve, quand même. De toute façon, la question de l'antisémitisme en France, elle est liée à la question du conflit israélo-palestinien et pas aux théories pseudo-scientifiques d'il y a 100 ans. Donc, là, il y a Jérôme Bourbon de Rivarol qui dit « Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de maintenir en vie l'antisémitisme il y a un siècle. » Non, mais c'est ce qui est en train de crever, c'est que cet antisémitisme, il est porté par des populations d'origine immigrée qui sont sensibilisées à la question du conflit israélo-palestinien, qui ne supportent pas le poids de mesure qui est quasi à 100% dans les médias. Donc c'est c'est toujours très rigolo de voir ce genre d'ânerie pondue par des docteurs, par des gens bien éduqués, parce que je ne vois pas en quoi un antisémitisme conjoncturel serait moins meurtrier qu'un antisémitisme structurel. C'est moins condamnable. On serait plus. Oui. Le truc, c'est que ça tue quand même des gens, et que ça fout des gens, et que ça ruine la vie des gens aussi. Donc, non, mais c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de. Entre un parti qui a un lourd passé et on a le choix entre un parti qui a un lourd passé, qui n'a aucune expérience de gouvernement, et aucune expérience de gouvernement, et dont on ne sait pas. Ceux qui veulent qu'il change les choses se doutent qu'il ne va pas changer grand-chose, et ceux qui ont peur qu'il change les choses pourraient lui reprocher le fait de ne pas être un parti fréquentable. Enfin, c'est très très bizarre. Et de l'autre côté, on a l'alliance de gauche qui en fait repose sur l'alliance de la carpe et du lapin, et qui en fait ne sert qu'à faire survivre la gauche au Parlement. Moi, je ne les vois pas. En fait, quoi ? Moi, ce qui me tue le plus dans ces élections législatives, c'est qu'il y a toutes les idoles de ma jeunesse qui continuent de mourir. Tu vois, il y a Michael Jackson qui est mort, il y a David Bowie qui est mort, et il y a Serge Klarsfeld qui vote Rassemblement national. Et ça, c'était des sortes de boussoles, quoi. Avant Serge Klarsfeld, on savait qu'il défendait la République, la démocratie, le bien. Quand Serge Klarsfeld disait que machin était méchant, eh ben, c'était un vrai méchant. C'était un petit peu comme Badinter, hein, tu sais. Oui, ça fait peser partie des gens qui avaient une autorité morale sur les 40 dernières années, et qui, depuis les années fin des 70 et puis les années 80 jusqu'aux années 2000, et là, bon,
Non, mais c'est du. Alors, il vote Rassemblement national en cas de second tour, Rassemblement national, Nouveau Front populaire. On nous demande de le préciser. C'est le truc de jésuites. Qui d'autre a dit ça aussi? Bellamy, il a dit, en parlant des jésuites, qu'il voterait Rassemblement national dans le cas d'un second tour. Et il y a Finkielkraut aussi, je crois. Oui, de toute façon, c'est la question du conflit israélo-palestinien qui les motive, et c'est retombé sur le sol français qui sont bien réels. On a aussi des périodes d'attentats où on a aussi cette gauche incarnée par la LFI qui passe quand même beaucoup de choses en fait et qui ne se pose absolument pas et qui fait le pari assez cynique que de toute façon, dans 20 ans, la France aura tellement changé que ce sont eux qui incarneront l'opinion majoritaire. Mmh. D'ailleurs, Mélenchon l'indique, quand il dit qu'il appelle le nouveau peuple des banlieues à prendre le pouvoir, etc. etc. C'est bien pour ça qu'ils ne peuvent pas gagner cette élection, parce que le gros problème, quand on lit leur programme, c'est que il y a des trucs qui sont très bien, voilà. Le problème, c'est que quand tu entends ce genre de truc, en fait, ça ne me concerne pas. Je sais, je suis pas la cible. Donc, voilà. C'est dommage, mais c'est que, en fait, fondamentalement, ces gens-là font de la vieille politique, c'est-à-dire qu'ils panélisent en fait la société en créneau. Bon, là, on n'a aucune chance. Là, ça vaut le coup. Là, il faut mettre le paquet. Là, on peut venir les embêter. Et en fait, on essaie d'être majoritaire dans certaines cases et de faire un score sur un créneau assez précis. Sauf que tu peux pas gouverner un pays avec ça, quoi. Ouais. À se demander en fait s'ils n'ont pas tous intégré que de toute façon le pays n'est pas plus vraiment à gouverner, que le gros des décisions se font dans des instances supranationales, notamment dans l'Union européenne, mais qu'au fond, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un peu du spectacle à l'Assemblée pour divertir les gens. Ouais, parce qu'en fait, quand tu vois le nombre, en interne, tu as quand même des organismes qui sont non élus, qui contrôlent, qui cadenassent quand même bien les fonctionnements de l'État, sur lesquels les élus n'ont quasiment pas de prise. Tu penses à quoi? Je ne sais pas, je ne sais plus exactement, mais il y avait un élu qui était passé chez Poulain, qui était un sénateur socialiste, un jeune sénateur, type de l'Oise, qui lui s'intéressait beaucoup aux problèmes de l'eau. Notamment parce qu'il y avait eu le scandale Nestlé où, soi-disant, l'eau minérale Nestlé, en fait, c'est pas de l'eau minérale, et que on sous-estime la pollution phréatique par l'agriculture, mais par à peu près tout, en fait. Et en fait, il avait demandé des comptes à un organisme qui gère la question de l'eau dans son département, et dirigé par un obscur fonctionnaire qui n'a pas daigné lui répondre. Le mec est sénateur. On a en fait, on peut dire que l'État français, les institutions françaises sont atteintes d'un cancer généralisé. Tu as des organes qui déconnent complètement, qui ont pris, d'autres qui se sont complètement atrophiés. Le Parlement, le Palais Bourbon, il ne se passe plus rien en fait. Il ne s'est rien passé pendant 7 ans. Le Sénat, qui est censé quand même être la chambre de retraite des vieux notables de province, est devenu à peu près le seul contre-pouvoir. Il se passe un peu des trucs, mais comme les commissions sénatoriales font un bon boulot, les commissions parlementaires aussi, mais surtout sénatoriales font du bon boulot, mais elles sont pas, ça n'a pas d'exécution, quoi. Pas force d'exécution. Le Conseil constitutionnel fait les lois à la place du Parlement. Le Conseil d'État, la magistrature sont en roue libre totale. Donc tout déconne en fait. Et on a une présidence qui est devenue hypertrophiée, où en fait dans lequel le Premier ministre ne peut plus exister. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on met des enfants maintenant
à Matignon. Du coup, la politique de la nation est faite par un espèce d'acteur de télé-réalité qu'on appelle le président de la République. C'est la cour de... C'est Versailles. Big Brother, je pense que ça s'est soufflé à partir de la 2e, 3e saison. Ah bah là, la télé-réalité Macron va s'arrêter assez rapidement. Là. Mais le problème, c'est que on a une vraie crise des institutions, et c'est en fait la plupart effectivement, là, les décisions se prennent ailleurs, et que tout ça tourne en roue libre de façon parfaitement inutile. Donc soit on reprend la souveraineté et l'État français, il faut retaper l'État français, et l'État français sert à quelque chose, ou alors on fait comme les Belges, c'est-à-dire qu'on démonte l'État, hop, pouf, on casse tout, on fait tout au niveau local, et on s'en branle, quoi. T'imagines un petit peu sur les marchés internationaux des actions, lot de 25 hauts fonctionnaires français qui ont à peine servi. Je ne sais pas si les enchères vont très très vite, quoi. Mais oui, c'est ça. Juste, écoute, là une question. Depuis la chute de l'Ancien Régime, le système politique qui a le record de longévité, c'est la Troisième République, avec 70 ans au compteur. En 2028, la Cinquième République la dépassera. Est-ce que tu crois qu'on va arriver jusqu'en 2028 en Cinquième République ? Et deuxième question un petit peu plus annexe, est-ce que ça va finir aussi mal que la troisième, c'est-à-dire par un effondrement généralisé suite à une invasion ? Peut-être pas sur le cas d'une invasion, mais ça peut y avoir un effondrement à la sauve, c'est-à-dire une crise terminale avec... on peut avoir un énorme pépin qui peut être d'ordre de l'ingénierie, c'est-à-dire une rupture des barrages qui pète, une centrale qui déconne parce que tout est tellement mal géré. On peut aussi envoyer le contingent en Ukraine et les mecs se prennent une branlée et nous reviennent en morceaux. Il faudrait recréer un contingent déjà. Voilà, déjà. Non, mais il y a ou alors ça peut être une tentative de coup de force, des émeutes, voilà, etc. Il peut se passer plein de trucs. Ce que je veux dire, c'est que la 5e République va peut-être dépasser la 3e en longévité, mais pas de beaucoup, parce que là, pendant 3 ans, et 3 ans c'est long, tu as vu comment c'était les 2 ans de mandat de Macron, ça fait 2 ans, j'ai l'impression que ça faisait 20 ans. Là, le temps, c'est long le temps c'est un petit peu comme lors de la fin de règne de Mitterrand. Ouais. On avait l'impression d'être dans un jour sans fin, en fait. Ouais, voilà, Et là, pendant 3 ans, on sait que pendant 3 ans, ça va être n'importe quoi. Il y a quand même des chances. Pas de majorité, ça. Là encore, moi, je vois, Sébastien, que tu es pessimiste, mais moi, alors je sais que les optimistes sont par nature malheureux, mais je fais le choix de l'optimisme et je pense qu'Emmanuel Macron a encore des tours dans sa besace pour nous faire rire. Oui, parce qu'il utilisera à fond ses pouvoirs propres pour foutre la merde. C'est pas, c'est la différence avec un Chirac ou un Mitterrand. Il nous a surpris par la dissolution, il va peut-être nous surprendre par la démission. Il y a Marine Le Pen qui lui a demandé. Alors, non ? Tu ne penses pas qu'il ira jusque-là ? Parce que là, tu parlais de l'article 16, c'est quand même un truc hardcore, l'article 16. Avant ça, si on veut être vraiment disruptif, il y a la démission. Il y a la démission, ouais. Sauf que qu'est-ce qui... S'il a l'assurance de pouvoir attirer quelque part tranquille, ouais, pourquoi pas. Mais s'il ne se remet pas sans rien, en fait. C'est-à-dire de se recaser quelque part, mais... à la tête de l'Union européenne. Marc, ça serait un plaisir de pervers. T'imagines Emmanuel Macron, chef de la Commission européenne, Jordan Bardella, président de la République française. Non, mais... Ce serait génial, non? Ah oui, parce que le problème avec ce personnage, c'est qu'on... c'est un peu le syndrome SS 117. On ne sait pas s'il est très très malin ou pervers mais très très malin ou juste très très con quoi et complètement coupé de la réalité. Parce que est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut gagner, qu'il peut faire un coup législatif? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut garder la main?
Voilà, en étant président, il contrôle le calendrier politique. Tu peux pas aimer, même quand tu es à la. Il y a eu la seule exception, ça a été avec Mitterrand 93-95, mais il était gravement malade. Donc ça compte pas trop. Mais un président en cohabitation, c'est quand même difficile à ignorer. Il peut monopoliser, il peut passer son temps à l'international, prendre la parole quand ça lui chante. D'un autre côté, le truc à l'international, je suis pas sûr qu'il l'écoute encore beaucoup. Hein. Oui, je sais, mais il a aussi le fait est que le délai entre chaque dissolution, c'est 1 an. Et si la Chambre de juillet prochain s'avère complètement fracturée et que le pays est ingouvernable pendant 1 an, il est parfaitement capable de redissoudre. Ouais. Vous voyez, je veux dire, 2 années de suite avec un retard de départ en vacances, les Français en auront peut-être marre pour le coup. Je suis pas sûr qu'ils le fassent l'été, mais enfin. Ah non, il faut. Parce que en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi le calendrier du budget. Il faut voter le budget à l'automne. C'est sans doute pour ça qu'il a dissous là maintenant. C'est parce qu'il savait qu'à l'automne, il n'arriverait pas à faire passer le budget et qu'il fallait mieux sortir un petit peu la tête haute en ayant dissous sans être pris à une soufflante cinglante de la part du Parlement. Mais dans 1 an, si la situation est identique, il faudra refaire des élections. Quoi. Il va les faire avant l'été. C'est de la politique fiction. Mais... Bon, écoute, Sébastien, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qui t'avaient inspiré dans cette fabuleuse campagne, tourneboulante et vibrillonnante. Non, je pense qu'on a fait le tour là. On va bien. Il faut reconnaître qu'après avoir commencé par François Hollande, pour faire le tour de François Hollande, ça prend un peu de temps. C'est sûr. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Dans la dysphorie des dissociétés contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.